La question centrale de ce que l'on appelle le paradoxe de Fermi est simple. Pourquoi n'avons-nous toujours aucun contact extraterrestre alors qu'il semblerait que nous devrions en avoir eu ? Au regard des chiffres précédemment évoqués et des nombreuses civilisations qui devraient exister, rien que dans la Voie lactée, il semble impossible que pas une seule d'entre elles ne se décide à conquérir la galaxie ou entrer en contact avec d'autres mondes. Certains considèrent donc que s'il n'y a pas eu de contact, c'est donc qu'il n'existe aucune de ces civilisations dans l'univers. La question est alors de comprendre ce qui les empêche d'apparaître. Une explication qui me semble être celle qui devrait être la plus communiquée, tant elle nous donne des responsabilités en plus de nous faire prendre conscience de notre chance, est l'hypothèse du grand filtre. Après les années 50 de Fermi, puis les années 60 de Drake, nous avançons désormais jusqu'au 15 septembre 1998, le jour où Robin Hanson a publié pour la première fois un article intitulé « Le grand filtre, y est-on bientôt ?» Alors qu'il cherchait à expliquer le grand silence de l'univers, Hanson a développé une idée qui révolutionne notre approche de la recherche des civilisations extraterrestres. L'hypothèse du grand filtre transforme en effet la découverte de traces de civilisations extraterrestres d'une information très excitante en une nouvelle catastrophique pour l'humanité. Cette hypothèse veut qu'entre la période avant l'apparition de la vie et celle du passage à une civilisation de type 3, il existe une barrière que presque aucune forme de vie n'arrive à franchir. Si cette théorie s'avère exacte, la véritable question serait alors quand est-ce que le grand filtre se produit ? Une première solution assez positive se présente à l'idée du grand filtre. Le filtre serait dans notre passé et nous serions les premiers, ou en tout cas parmi les tout premiers, à atteindre un tel niveau de développement. On sait aujourd'hui que la Terre a pendant longtemps été frappée par des pluies de météores, mais aussi que des événements capables de supprimer des systèmes entiers se sont produits dans l'univers, comme des supernovas ou des explosions de rayons gamma. Les exoplanètes du système Proxima Centauri ont récemment été supprimées des potentielles candidates pour abriter la vie, à cause d'éruptions stellaires, des événements d'une ampleur bien inférieure. L'univers pourrait avoir été jusqu'ici dans une phase qui ne permettait pas l'apparition de la vie, et nous avons la chance d'être parmi les tout premiers à en profiter. Dans ce cas, il n'existerait pas d'autre grand filtre que celui du hasard cosmologique, permettant l'apparition des conditions idoines pour le développement de la vie. Dans la continuité de cette hypothèse, quand bien même il existerait un grand filtre qui se trouverait plus loin, il est possible que nous l'ayons déjà passé comme un nombre très faible de civilisations. Cela expliquerait l'absence de civilisations de type 3, ou du moins le fait que nous ne les ayons pas encore remarquées dans l'immensité de notre galaxie, considérant qu'elles seraient très peu nombreuses. S'il semble aujourd'hui malvenu de considérer l'humanité comme spéciale, alors qu'il a été donné tort à de nombreuses croyances mettant en avant notre unicité, la possibilité que nous soyons spéciaux existe et ne doit pas être oubliée. Si c'était bel et bien le cas, on peut soit considérer que cela n'a aucune importance et que nous sommes voués à disparaître, soit que cela donnerait à l'humanité une forte responsabilité. En tant qu'une des rares formes intelligentes de vie présentes dans l'univers, nous nous devrions de faire notre maximum pour en assurer la sauvegarde. Et si cela inclut pour l'instant de faire attention à la planète qui nous abrite, il serait surtout de notre devoir de la quitter le plus rapidement possible et s'établir sur un maximum de mondes afin de réduire, autant que possible, les chances de disparition d'une forme intelligente de vie. Dans son article, Hanson développe une liste de 9 étapes qui lui semblaient pouvoir correspondre au filtre que très peu de formes de vie auraient l'occasion de franchir. Bien que cette liste ne soit pas exhaustive, elle contient notamment le bon système planétaire, des molécules reproductrices, l'apparition d'un organisme unicellulaire simple, l'apparition d'un organisme unicellulaire complexe, l'apparition de la reproduction sexuée, l'apparition d'un organisme multicellulaire, l'apparition d'animaux utilisant des outils avec des cerveaux développés, l'état actuel de notre civilisation, et enfin, l'expansion de la civilisation. Cette approche a notamment été reprise par Stephen Webb, qui évoque 4 barrières principales. La première est celle de l'habitabilité. Avec nos connaissances actuelles, la question de la zone habitable et de la taille de notre planète semble essentielle, mais de plus en plus de planètes remplissant ces conditions sont découvertes.
En 2015, la découverte de Kepler 452b avait fait l'objet d'une grande annonce par la NASA, mais elle fut rapidement suivie par celle de Proxima Centauri b, et plus récemment encore par TOI 700. Alors qu'elles sont toutes situées à moins de 150 années-lumière, le fait que plusieurs planètes avec de telles conditions soient aussi proches signifie que l'habitabilité n'est peut-être pas un si gros problème. Cela irait notamment à l'encontre de l'hypothèse de la Terre rare, qui propose que notre planète possède des conditions exactes et absolument improbables, permettant l'apparition de la vie que ne possède pas l'immense majorité des exoplanètes similaires à la Terre. Nous développerons ce point plus loin dans cette vidéo. La seconde barrière est à la fois la plus évidente et la plus récurrente, l'apparition de la vie. Webb rappelle que les éléments qui mèneraient à la vie ont été trouvés sur d'autres planètes, mais aussi sur des comètes, et ne seraient donc pas si rares. De nombreuses questions restent cependant à résoudre quant aux conditions de l'apparition de la vie sur Terre, et il n'est pas impossible que cet événement soit d'une incroyable rareté. Dans ce cas, il se pourrait effectivement bien qu'il n'existe aucune forme de vie en dehors de nous-mêmes, sans même chercher une forme de vie intelligente. Malheureusement, cela est difficile à vérifier avec un seul exemple connu d'apparition de la vie. Vient ensuite la difficulté d'avoir un démarrage technologique. Les corbeaux peuvent planifier des choses, les dauphins communiquent de façon très avancée, les éléphants coopèrent entre eux, les poulpes reconnaissent des visages, mais tous ces animaux ne cherchent pas à créer des technologies ou à progresser en tant qu'espèce. Lorsqu'on prend du recul pour regarder les comportements de ces espèces sur des groupes importants et non sur l'individu ou des groupes restreints, le développement de technologies et de sociétés est limité à l'être humain. Celui-ci vit désormais dans un monde où 7 milliards d'individus échangent, communiquent et réfléchissent de plus en plus comme une seule entité et non comme un ensemble de groupes. Enfin, dernière barrière envisagée par Stephen Webb, la communication vers l'espace. Au-delà des difficultés techniques, nous verrons plus loin que l'on peut envisager de nombreuses raisons de ne pas vouloir ou pouvoir communiquer. Le privilège qu'il accorde à ces 4 barrières ne signifie pas pour autant qu'il ne considère pas d'autres possibilités, telles que le passage d'une cellule prokaryote à une cellule eucaryote, la reproduction sexuelle, ou encore le passage d'une vie semi-intelligente à intelligente, qui sont des barrières que notre forme de vie n'a franchies qu'une seule fois. Il met en avant ces quelques barrières afin, au contraire, d'expliquer pourquoi il pense que nous sommes probablement seuls dans notre galaxie. Il réfléchit en effet de façon inverse à Drake. Si ce dernier essaie de savoir combien de civilisations extraterrestres il devrait y avoir dans notre galaxie, Webb part, lui, du postulat que nous sommes probablement seuls dans notre galaxie, et certainement même dans l'univers. Afin d'illustrer de façon très simple sa position, il reprend les barrières que l'on a évoquées précédemment en leur impliquant une chance de 1 sur 1000 de les surmonter. Certaines sont peut-être plus faciles à passer ou peuvent être contournées, mais elles sont probablement, en réalité, toutes beaucoup plus difficiles puisque nous sommes les seuls à notre connaissance à les avoir franchies. L'exemple qui va suivre est une simplification qui lui permet de faire comprendre sa position générale de façon simple et rapide. Si vous souhaitez en étudier les détails, les sources en description vous permettront de le faire. Tout d'abord, en appliquant cette situation à notre galaxie, s'il y a 4 barrières avec une chance sur 1000, cela signifie qu'il devrait y avoir une civilisation pouvant et souhaitant communiquer tous les billions de planètes. Il y a dans notre galaxie entre 100 et 400 milliards de planètes, soit entre 60 et 90% de moins que le chiffre que nous avons évoqué. Webb pousse le même raisonnement plus loin en l'étendant à un plus grand nombre de barrières, comme proposé par Hanson, tout en conservant la base d'1 billion de planètes par galaxie, ce qui semble aujourd'hui être une grande surestimation. Avec la barrière de la zone habitable, le billion devient 1 milliard. Il applique ensuite la stabilité climatique, nécessaire à plusieurs des étapes suivantes, et le milliard devient 1 million. La vie doit apparaître, et le million devient 1000. L'étape suivante est l'apparition d'une forme complexe de vie, et les 1000 planètes deviennent une unique planète dans la galaxie. Des outils sophistiqués doivent apparaître, et l'unique planète par galaxie devient une planète toutes les 1000 galaxies.
Le développement de la science et des mathématiques sont une autre barrière indispensable pour quitter une planète. D'une planète toutes les 1000 galaxies, on vient de passer à une toutes les millions de galaxies. Il leur sera nécessaire de posséder des capacités sociales et de communication suffisamment importantes pour échanger sur des sujets complexes et abstraits. L'unique planète tous les millions de galaxies vient de passer à une tous les milliards de galaxies. Enfin, il faudra évidemment qu'ils évitent la destruction, pas seulement venant d'eux, mais aussi concernant de possibles événements cosmiques. Du billion de planètes par galaxie que l'on avait au départ, on vient désormais de passer à une planète tous les billions de galaxies. L'estimation la plus récente évalue à 2 billions le nombre de galaxies. Avec cet exemple donné par Stephen Webb, il y aurait donc une chance sur deux que nous soyons seuls dans l'univers, alors même qu'il ne considère que quelques barrières parmi toutes celles proposées et que nombre d'entre elles semblent avoir des probabilités d'apparition inférieures à la chance sur 1000 utilisée par Webb. Voilà pourquoi, malgré l'immensité de l'univers, celui-ci se dit désormais convaincu que nous sommes seuls dans l'univers. On voit que dans les deux cas, les étapes se rattachent pour plusieurs d'entre elles aux inconnus de l'équation de Drake, mais aussi que beaucoup de ces barrières sont complètement hors de notre portée. Seules les dernières étapes pourraient dépendre des décisions que nous prendrons dans les prochaines décennies. Au contraire, de nombreuses évolutions ont d'ores et déjà été rayées de la liste des possibles candidats au grand filtre. Pour que les milliards de civilisations théoriques de l'univers n'aient plus le passé, la probabilité de réussite doit être du même acabit, soit au moins une chance sur 1 milliard. Le passage d'une vie unicellulaire à multicellulaire a par exemple été confirmé dans 46 cas uniquement sur Terre, et il est donc déraisonnable de l'envisager comme un cap normalement infranchissable. Ce qui m'amène enfin à envisager la seconde et terrifiante possibilité de la théorie du grand filtre. Si nous ne sommes ni parmi les tout premiers, ni extrêmement chanceux, la seule possibilité de grand filtre se trouve donc dans notre futur. Avant d'atteindre le niveau de civilisation de type 3, un événement nous attendrait et celui-ci nous éliminerait très probablement. Des problèmes dus à notre développement technologique sont évidemment à envisager. Il est possible que les formes de vie intelligentes s'éliminent elles-mêmes une fois un certain stade technologique atteint. De l'intelligence artificielle aux débris spatiaux en passant par le risque d'une guerre de très grande ampleur, nombreuses sont nos actions qui pourraient mener au moins à un retour en arrière, voire à notre disparition pure et simple. L'extension de notre civilisation à de multiples planètes ou systèmes pourrait aussi apporter son lot de risques. Si ce ne sont pas les premiers événements naturels qui viennent à l'esprit, les explosions de rayons gamma ou les éruptions stellaires comptent parmi les plus dangereux et ont déjà été les fossoyeurs de nombreux mondes potentiels. Ce type de filtre a la particularité de pouvoir se présenter à n'importe quelle période de l'apparition d'une civilisation, contrairement à de nombreux filtres évoqués. Les planètes orbitant autour de Proxima Centauri, et qui avaient un temps été considérées comme pouvant abriter la vie, auraient ainsi perdu leur caractère habitable à cause des éruptions de leur étoile, bien plus dangereuses que celles du Soleil, notamment à cause de la distance bien plus faible avec leur étoile. Les découvertes scientifiques que nous ferons dans les prochaines décennies sur les planètes du système solaire permettront peut-être de supprimer certaines possibilités de grands filtres dans notre passé. Nous en revenons alors à un élément que j'ai évoqué plus tôt. Pourquoi est-ce qu'une telle découverte serait une catastrophe pour l'humanité ? Dans un document de 10 pages écrit pour sa faculté à l'université d'Oxford, le philosophe Nick Bostrom écrit que plus la forme de vie découverte serait complexe, plus l'information de son existence serait déprimante. En effet, toute forme de vie supprimerait des possibilités de grands filtres dans notre passé, mais plus cette forme serait avancée, plus elle en éliminerait, rendant ainsi plus probable la possibilité que le grand filtre ne soit pas derrière nous, mais bien devant nous. Il conclut dans des mots qui ne sont pas une exagération au sujet de la découverte d'une vie très avancée. Ce serait de loin la pire information jamais imprimée sur la une d'un journal. Le paradoxe de Fermi et ses implications sont généralement liés en premier à l'absence de vie extraterrestre, et c'est pour cela que nous avons démarré en expliquant cette possibilité. Il existe cependant des dizaines d'hypothèses tentant d'expliquer ou d'envisager
pourquoi nous n'avons pas eu de rencontre avec des civilisations extraterrestres. En reprenant l'échelle de Kardashev qui classe les civilisations en fonction de leur avancée en termes d'utilisation d'énergie, nous allons ici principalement envisager des solutions concernant les civilisations de type 2 et 3 qui posséderaient une technologie suffisante pour être remarquées ou établir un contact. Certaines hypothèses incluent cependant forcément les civilisations de niveau inférieur qui n'auront généralement pas la technologie suffisante pour nous permettre de connaître leur existence. Ces hypothèses sont par essence plus optimistes sur notre survie que celles du grand filtre, puisqu'elles considèrent en majorité que les civilisations ont une réelle chance de survie et de développement. Elles se basent aussi dans l'ensemble sur le principe de médiocrité qui évite de considérer la Terre, sa position dans l'univers ou ses habitants comme spéciaux, bien que nous en ayons évoqué certaines limites. Au-delà du principe de médiocrité, ces hypothèses considèrent surtout que notre incapacité à obtenir des preuves de l'existence des civilisations de type 2 et 3 ne signifie absolument pas qu'elles n'existent pas. Il ne faut bien sûr pas exclure totalement la possibilité que nous soyons spéciaux ou chanceux, mais il n'est certainement pas raisonnable de se considérer comme spéciaux au sein de l'immensité que représente l'univers. Ces hypothèses peuvent être réunies en 4 catégories principales, avec quelques-unes à la marge qui ne peuvent que difficilement être regroupées. Si nous allons démarrer aujourd'hui avec l'une de ces hypothèses, nous étudierons la majorité des autres dans les prochaines vidéos. Une première catégorie regroupe les hypothèses se basant sur le fait que l'apparition de la vie est rare, alors qu'un second groupe considère que c'est l'apparition d'une forme de vie intelligente, telle que nous l'avons définie plus tôt, qui est rare. Les 2 autres catégories sont liées directement au voyage interstellaire. L'une envisage qu'il soit impossible, l'autre qu'une fois la technologie atteinte, certaines raisons poussent les civilisations à ne pas l'utiliser pour conquérir l'univers. Ces catégories seront ensuite suivies par d'autres explications n'entrant dans aucune des 4 précédentes, notamment celles qui considèrent que l'on nous cache l'existence de civilisations extraterrestres. Après plusieurs décennies à chercher sans résultat des civilisations extraterrestres qui étaient censées pulluler dans notre galaxie, la vision d'une galaxie pleine de vie commençait à s'effriter. C'est en 2000 que Peter Ward et Dolan Bromley publient l'ouvrage « La Terre rare, pourquoi la vie complexe et peu commune dans l'univers ». L'hypothèse de la Terre rare est sans doute la meilleure représentante de celle considérant que la vie est rare. Elle défend que les conditions présentes sur notre planète au moment de l'apparition de la vie sont tellement improbables qu'un nombre extrêmement réduit de planètes peuvent l'abriter. L'idée de la Terre rare est donc une sorte de grand filtre majoritairement concentré sur la planète et son environnement, et non sur l'apparition de la vie en tant que telle. Dans leur ouvrage, les auteurs mettent en avant 10 éléments combinés qui feraient de notre planète une planète rare. L'équation de Drake étant un des éléments les plus importants du folklore entourant la vie extraterrestre, ces 10 éléments ont constitué une équation répondant à celle de Drake. De la même façon que l'équation de Drake n'avait pas pour objectif de calculer le nombre de civilisations extraterrestres, l'équation de la Terre rare n'est pas là pour calculer la possibilité que notre planète soit exceptionnelle. Cela serait impossible car les inconnus sont encore beaucoup trop flous pour nous permettre d'établir une réponse. Mais ce n'est de toute façon pas l'objectif. Cette équation ne doit servir qu'à montrer tous les éléments qui font certainement de notre planète une curiosité cosmologique. Nous n'en évoquerons donc pas les éléments comme des inconnus dans un calcul, mais seulement comme des éléments pouvant donner son unicité à notre planète. La zone galactique habitable. Contrairement à la notion de zone habitable, il est ici question de se trouver dans la bonne zone au sein du bon type de galaxie. L'hypothèse de la Terre rare considère que de nombreuses zones de l'univers seraient l'équivalent de certaines zones mortes que l'on peut trouver dans les océans. Si la distance par rapport au centre de la galaxie ne doit être ni trop proche ni trop lointaine, comme dans un système de planètes, les raisons sont ici bien différentes. Plus une étoile est loin du centre de sa galaxie, plus sa métallicité diminue, réduisant ainsi l'accès aux métaux nécessaires à la formation de planètes telluriques. Une planète tellurique est une planète rocheuse dont la Terre est une représentante. Au contraire, 2 raisons nécessitent de se trouver suffisamment loin du centre de la galaxie. La première est la quantité de rayons X et de rayons gamma émis par le trou noir au centre de la galaxie, mais aussi par certaines étoiles.
Certaines zones où se produisent notamment des supernovas sont ainsi des zones mortes. La seconde est que cet éloignement réduit la possibilité de perturbations gravitationnelles et incidemment la possibilité de voir un objet céleste de grande taille frapper la planète et y éliminer toute forme de vie complexe. Les zones les plus extérieures et les plus intérieures des galaxies étant donc inhospitalières, les planètes doivent les éviter pendant une période suffisamment longue pour permettre de développer une forme de vie. Cela est parfois mis en danger simplement par l'orbite de leur étoile, qui passera parfois dans une de ces zones. Plusieurs groupes de chercheurs ont établi qu'au maximum 10% des étoiles de notre galaxie se trouvaient dans cette zone d'un rayon de 7 à 9 kPa. Le Soleil semble avoir une orbite presque parfaitement circulaire, idéale afin de rester dans la zone galactique habitable. L'hypothèse de la Terre rare nécessite que notre système ne passe en effet que très rarement dans les bras de la galaxie où se trouvent de nombreux risques de collision. Le professeur Karen Masters a calculé que notre système solaire passe cependant dans un des bras de la galaxie environ tous les 100 millions d'années. Certains ont suggéré que ce passage correspondrait avec plusieurs des événements passés d'extinction massive des espèces. Mais pour certaines galaxies, c'est leur forme qui élimine toute possibilité de développement d'une forme de vie complexe. La Voie lactée est une galaxie spirale barrée avec ce que l'on appelle plusieurs bras, et très peu de galaxies dans cette catégorie auraient une activité céleste aussi faible en termes de collision, y compris avec d'autres galaxies, dans les 10 derniers milliards d'années. Le trou noir au centre de notre galaxie semble en plus n'avoir ni trop peu, ni trop d'activité. L'exemple de la Terre semble indiquer que l'eau est indispensable à l'apparition d'une forme de vie complexe. Avec la zone galactique habitable, il s'agit donc désormais pour la planète de se trouver dans la zone habitable autour de son étoile. Cette zone dépend de nombreux facteurs liés à l'étoile. Elle n'apparaît de plus que pendant une période réduite, avant que l'étoile ne devienne une naine blanche et que sa zone habitable disparaisse. Brownlee estimait en 1993 que si l'orbite de la Terre était 5% plus petite ou 15% plus large, elle ne serait pas dans la zone habitable du Soleil. Le type d'étoile importe énormément, et les géantes rouges comme les naines blanches n'ont par exemple que très peu de chances de pouvoir toujours abriter une zone habitable. Les naines rouges ont, elles, de toutes petites zones habitables et des planètes dont une seule face est illuminée, ce qui crée un côté très chaud et un côté très froid, empêchant la vie de se développer aisément. Les étoiles instables sont aussi dangereuses, en cela qu'elles peuvent instaurer des périodes de glaciation ou au contraire créer une telle évaporation que l'effet de serre empêchera la reformation des océans. Certaines étoiles sont aussi particulièrement propices aux éruptions solaires. Les étoiles avec des caractéristiques proches de celles du Soleil sont en réalité assez rares et le nombre de planètes dans leur zone habitable pourrait ainsi être très faible. L'observation d'exoplanètes a montré qu'un arrangement tel que celui de notre système solaire est rare. Des super-terres, des planètes faisant plusieurs fois la taille de la Terre, se trouvent souvent plus proches de leur étoile. Il est défendu qu'il serait nécessaire que plusieurs objets rocheux se trouvent entre l'étoile et la planète afin d'agir comme un aspirateur gravitationnel pour la majorité des objets qui la menaceraient. Dans notre système, Mercure et Vénus joueraient ce rôle. De l'autre côté de la planète, des géantes gazeuses seraient aussi nécessaires. Ward et Brownlee défendent ainsi que si Jupiter venait à être supprimé du système solaire, la fréquence des impacts de comètes et d'astéroïdes serait multipliée par 10 000. Étant donné que l'on considère qu'un événement comme l'impact ayant fait s'éteindre les dinosaures se produit environ tous les 100 millions d'années, une forme de vie complexe n'aurait presque aucune chance de se développer sans Jupiter. Sans elle, un événement de ce niveau se produirait en effet tous les 10 000 ans. 90% des étoiles n'auraient pas dans leur orbite ces géantes gazeuses. Si des géantes gazeuses se trouvent trop proches de la planète, celles-ci pourraient se retrouver hors de la zone habitable. Même temporairement, un tel événement aurait un impact immense sur le développement de la vie. Cette nécessité élimine tous les systèmes avec de grandes planètes proches de leur étoile, qui rendrait impossible le maintien d'une planète dans la zone habitable. L'hypothèse de la Terre rare considère que la vie complexe, telle que nous la connaissons, ne peut pas se développer sur une planète qui n'a pas de surface, ce qui élimine automatiquement toutes les géantes gazeuses.
Une planète trop petite ne pourra pas retenir une atmosphère suffisamment grande et aura des formations montagneuses très marquées. Elle aura tendance à se refroidir plus vite et aura des plaques tectoniques faibles, voire absentes, ce qui semble essentiel au développement de la vie, comme nous le verrons après. Au contraire, si elle est trop grande, son atmosphère sera trop dense, comme c'est le cas de celle de Vénus, qui a une pression 92 fois supérieure à celle de la Terre, et c'est ce qui nous mène à la condition suivante, l'atmosphère. Si vous souhaitez des explications détaillées, vous les trouverez dans les sources, mais une atmosphère semble être indispensable afin qu'une planète puisse abriter la vie. La Terre avait une atmosphère beaucoup plus dense dans le passé qui aurait empêché la formation de la vie, mais elle en a perdu une partie suite à l'impact qui mena à l'apparition de la Lune. Celle-ci se reconsolida suite à plusieurs événements cosmiques ayant notamment ramené de l'eau sur la planète. Aussi étonnant que cela puisse sembler au premier abord, la présence de plaques tectoniques est défendue comme étant un élément essentiel à la vie par les défendeurs de l'hypothèse de la Terre rare. Leur présence et celle d'un fort champ magnétique est essentielle pour la régulation de la température de la planète, la biodiversité, mais aussi le cycle carbonique. La Terre est la seule planète du système solaire à remplir cette condition. En termes de biodiversité, leur présence permet notamment de créer des continents séparés dont découleront des écosystèmes variés avec des espèces radicalement différentes. C'est l'une des meilleures assurances dans le but d'éviter des événements d'extinction de niveau planétaire. La Lune, le satellite de la Terre, est une exception notable dans le système solaire. Comparée aux autres satellites, la Lune représente en effet une fraction importante de la masse de la planète autour de laquelle elle orbite. Même Ganymède, Io ou encore Titan, qui sont parmi les plus grands satellites de Jupiter et Saturne, ne représentent qu'une infime fraction de la masse de ces planètes. Il existe au minimum 4 ordres de grandeur entre ces lunes et leurs planètes, là où la Lune représente 1,2% de la masse de la Terre. Les satellites de Mars, Phobos et Démios, font encore plus pâle figure. Ils représentent respectivement 27 milliardièmes et 5 milliardièmes de la masse de leur planète. Mercure et Vénus n'ont, eux, même pas de satellites. L'existence de la Lune semble venir d'une collision qui se serait produite entre une Terre encore en formation et un objet céleste de la taille de Mars. À la suite de cette collision, la Terre a absorbé une majorité de débris et a grandi en taille. Le reste s'est aggloméré et a formé notre satellite. L'arrivée de ce type d'événement dans ces conditions exactes est considérée comme extrêmement improbable, raison pour laquelle très peu de planètes d'une taille semblable à la Terre auraient un satellite d'une taille assez importante. Comme si cela ne suffisait pas, c'est en plus cet impact qui a donné son inclinaison et sa vitesse de rotation à la Terre, qui sont parfaits pour réduire les écarts de température sur la planète. Mais vous vous demandez certainement en quoi cela a pu avoir un impact sur l'évolution de notre planète, et si l'on entend souvent parler de l'effet de la Lune sur les marées, l'apport indispensable qu'elle a eu dans le passé reste souvent tu. L'une des conséquences les plus importantes de la taille de la Lune est qu'elle permet de stabiliser l'axe de rotation de la Terre. Des études ont montré que celle-ci aurait normalement dû changer à cause des effets de Jupiter et du Soleil sur la gravité, ce qui aurait eu de graves impacts sur le développement d'une forme de vie. Si celle-ci a pourtant très peu changé pendant des millions d'années, c'est en grande partie grâce à la présence de la Lune. Certains défendent que l'essence de la vie est de rester au niveau des bactéries et de ne pas évoluer plus loin, que les planètes terrestres soient rares ou non. Ils opposent l'apparition rapide des cellules simples après la formation de la Terre au fait qu'elles ne soient devenues complexes qu'après que la moitié de la vie de la Terre soit apparue. Cet événement n'a eu lieu, à notre connaissance, qu'à une seule instance dans l'histoire de la planète. La reproduction sexuelle est aussi un mystère du fait des désavantages qu'elle présente face à la reproduction asexuée. Darwin avait envisagé que la sélection sexuelle permettrait de diversifier les espèces, mais aussi de les améliorer en transmettant les meilleurs traits. Depuis l'apparition des bactéries sur Terre il y a plus de 2,5 milliards d'années, plusieurs événements ont mené à des extinctions de masse, mais aucune d'elles ne fut suffisamment importante pour rendre la planète stérile. Ward et Brownlee défendent que cette absence est peut-être l'un des éléments les plus importants pour expliquer la notion de terre rare et s'explique notamment par les éléments précédemment cités.
Si la vie bactérienne est apparue assez tôt, il a ensuite fallu énormément de temps pour que les évolutions suivantes se produisent jusqu'à une forme de vie intelligente. Ces avancées auraient été impossibles avec des événements d'extinction massive trop importantes. Cette condition est cependant aussi applicable à l'observation de formes extraterrestres de vie. Si nous les observons à la mauvaise période, nous pourrions avoir l'impression que la vie extraterrestre n'existe pas.